Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Glandes thyroïdes et parathyroïdes. Je commence d'abord par l'étude anatomique de la glande thyroïde. Voici la glande thyroïde sur une vue antérieure du cou. Le plan de cette étude comporte les chapitres suivants: introduction, anatomie descriptive, anatomie topographique ou bien rapport, vascularisation et enfin innervation. Je commence d'abord par l'introduction. La glande thyroïde correspond à la plus volumineuse des glandes endocrines du corps humain. C'est une glande impaire, c'est-à-dire nous avons une seule glande thyroïde. C'est une glande médiane située sur l'axe longitudinal du corps. La pathologie thyroïdienne est très riche et variable. Il peut s'agir de troubles fonctionnels, à savoir une hyperthyroïdie ou bien une hypothyroïdie. Il peut s'agir de troubles inflammatoires, de lésions bénignes, voire même des lésions malignes. La glande thyroïde contracte des rapports très importants, ce qui rend son étude anatomique très importante, en particulier pour les chirurgiens. La glande thyroïde est responsable de la sécrétion de 3 sortes d'hormones. La première hormone, c'est la thyroxine ou bien la T4. La deuxième hormone, c'est la triiodothyronine ou bien la T3. La troisième hormone, c'est la calcitonine. Les deux premières hormones, c'est-à-dire la T3 et la T4, sont responsables de la régulation du métabolisme et de la croissance. La troisième hormone, c'est-à-dire la calcitonine, permet d'abaisser le taux de calcium dans le sang. La sécrétion de ces 3 hormones thyroïdiennes est sous le contrôle de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Je passe maintenant à l'anatomie descriptive. Je commence par la situation de la thyroïde. Voici la glande thyroïde sur une vue de profil. La glande thyroïde occupe la partie antérolatérale du cou. Elle est située dans une région du cou qu'on appelle la région infrahyoïdienne, c'est-à-dire la région située au-dessous de l'os hyoïde. Voici l'os hyoïde. C'est un os impair situé au niveau du cou, juste au-dessus du larynx. La glande thyroïde se situe ici, dans cette région infrahyoïdienne. La glande thyroïde est limitée de part et d'autre des 2 régions carotidiennes. Voici les régions carotidiennes qui correspondent au passage du paquet vasculo-nerveux du cou, qui contient l'artère carotide ainsi que la veine jugulaire interne. La région carotidienne, bien sûr, est recouverte ou bien masquée par le muscle sternocléido-mastoïdien, qui est un muscle antérolatéral du cou. La glande thyroïde enserre en fer à cheval le larynx et la trachée. La glande thyroïde se projette en regard du 5e, 6e et 7e vertèbre cervicale. Sur cette vue antérieure, la tête en extension, je peux voir l'os hyoïde en haut, le larynx en bas et la glande thyroïde en vert ici. La glande thyroïde a une couleur rose foncé. Elle est de consistance ferme. Sa surface est lobulée. Regardez bien cet aspect lobulé. Elle est entourée d'une capsule adhérente. La glande thyroïde mesure environ 6 cm de longueur,
6 cm de largeur et elle pèse en moyenne 30 grammes. Le volume de la glande thyroïde est variable. Il faut savoir qu'il est plus développé chez la femme que chez l'homme. Ce volume thyroïdien augmente pendant la menstruation ainsi qu'au cours de la grossesse. L'augmentation pathologique du volume thyroïdien donne cet aspect, c'est ce qu'on appelle un goitre. Je passe maintenant à la morphologie de la thyroïde. On a toujours comparé la forme de la glande thyroïde à la forme d'un papillon, mais en réalité, la thyroïde ressemble à la lettre H en majuscule. La glande thyroïde semble formée par 3 parties, 2 parties latérales et une partie médiane. Les 2 parties latérales correspondent aux 2 lobes latéraux de la thyroïde. Ainsi, nous avons un lobe latéral droit, un lobe latéral gauche. Les 2 lobes latéraux de la thyroïde se réunissent sur la ligne médiane par une partie médiane rétrécie qu'on appelle l'isthme. L'isthme thyroïdien va émettre en eau un prolongement vertical ascendant qui passe en avant du larynx. Ce prolongement est appelé la pyramide de l'alouette. Il faut savoir que l'isthme thyroïdien est parfois absent. Les moyens de fixité de la glande thyroïde maintenant. Ce schéma correspond à une coupe transversale passant par la 6e vertèbre cervicale. Sur ce schéma, je peux voir l'emplacement de la glande thyroïde qui fait partie de l'axe viscéral du cou, formé en arrière par l'œsophage, en avant par la trachée cervicale et ici par la glande thyroïde. Ce que vous voyez ici en marron en avant correspond au groupe antéro-latéral du cou. Ce que vous voyez en arrière correspond au groupe postérieur des muscles du cou. Regardez bien, la glande thyroïde est solidement fixée à l'axe trachéo-laryngé. Elle suit le mouvement de cet axe trachéo-laryngé pendant ou bien lors de la déglutition. Cette relation intime avec l'axe trachéo-laryngé est assurée par certains éléments anatomiques. Le premier élément anatomique correspond à la gaine viscérale du cou. Voici en vert ici la gaine viscérale du cou qui va entourer l'axe viscéral du cou. Le deuxième moyen de fixité de la glande thyroïde correspond au ligament de Gruber. On distingue 3 ligaments de Gruber. Nous avons un ligament médian et 2 ligaments latéraux. Le ligament médian de Gruber permet de fixer l'isthme de la glande thyroïde à la partie antérieure de la trachée. Les ligaments latéraux de Gruber permettent de fixer les lobes latéraux de la thyroïde aux parties latérales de la trachée. Après la gaine viscérale du cou et les ligaments de Gruber, la glande thyroïde est maintenue en place grâce aux pédicules vasculaires qui sont représentés par les artères ainsi que les veines thyroïdiennes supérieures, moyennes et inférieures. Ces pédicules vasculaires permettent l'irrigation ainsi que le drainage veineux de la glande thyroïde. Enfin, la glande thyroïde est maintenue en place par le tissu conjonctif qui entoure les veines thyroïdiennes moyennes. Ce tissu conjonctif forme un véritable méso aux lobes latéraux de la thyroïde. J'ai terminé avec l'anatomie descriptive de la glande thyroïde. Je passe maintenant à l'étude topographique ou bien au rapport. La glande thyroïde contracte des rapports profonds ainsi que des rapports superficiels. Je commence d'abord par l'étude des rapports profonds de la glande thyroïde et je commence par
l'étude des rapports de l'isthme thyroïdien. Regardez bien l'isthme thyroïdien. En avant, il est en rapport avec les fascias cervicales superficiels et moyens. Également, il est en rapport avec les muscles infra-hyoïdiens. En arrière, l'isthme de la thyroïde répond aux deuxième, troisième et quatrième anneaux trachéaux. En haut, l'isthme thyroïdien répond au larynx ainsi qu'au vaisseau sus-isthmique. Il répond également à la pyramide de l'alouette. En bas maintenant, l'isthme thyroïdien répond au sternum. Il répond également aux veines thyroïdiennes inférieures. Après les rapports de l'isthme, je passe maintenant au rapport des lobes latéraux de la thyroïde. Il faut savoir que chaque lobe latéral de la thyroïde présente 4 faces. Une face antérolatérale, une face médiale et une face postérieure. Je commence par l'étude des rapports de la face antérolatérale. Il faut savoir que les rapports de cette face sont identiques à ceux de l'isthme. Après les rapports de la face antérolatérale, les rapports de la face médiale maintenant. Cette face répond à l'axe aérodigestif, formé en haut par le pharynx et le larynx, et en bas formé par l'œsophage et la trachée cervicale. En plus de l'axe aérodigestif, ou bien l'axe viscéral du cou, la face médiale de la thyroïde répond aux nerfs récurrents. Voici les nerfs récurrents qui sont des branches des nerfs vagues. Maintenant, je passe à la face postérieure. La voilà. Cette face répond aux glandes parathyroïdes. Les voilà, ce sont des glandes annexées à la face postérieure de la thyroïde. Voici les glandes parathyroïdes. Cette face postérieure répond également aux pédicules vertébrales. Ce sont les vaisseaux vertébraux. En plus, cette face postérieure répond aux sympathiques cervicaux, répond au paquet vasculo-nerveux du cou. Voici le paquet vasculo-nerveux du cou entouré par la gaine vasculaire. Ce paquet vasculo-nerveux du cou contient médialement l'artère carotide commune, latéralement la veine jugulaire interne et en arrière le nerf vague. Chaque lobe latéral de la thyroïde présente un pôle supérieur et un pôle inférieur. Le pôle supérieur de la thyroïde répond au vaisseau thyroïdien supérieur, artères et veines. Le pôle inférieur répond au vaisseau thyroïdien inférieur, artères et veines. Après les rapports profonds de la thyroïde, je passe maintenant à l'étude des rapports superficiels de la glande thyroïde. Je commence d'abord par les rapports de la face antérieure. Voici la face antérieure de la thyroïde. Cette face est en rapport avec les plans superficiels de la région infra-hyoïdienne, représentés par un plan musculo-facial situé au-dessous de l'os hyoïde du cou. Cette région infra-hyoïdienne est formée de la profondeur à la superficie par d'abord le fascia thyroïdien. Le fascia thyroïdien, c'est un fascia qui dépend de la gaine viscérale du cou. Voici la gaine viscérale du cou. Après le fascia thyroïdien, nous avons la ponevrose ou bien le fascia cervical moyen. Le voilà. Il faut savoir que le cou est composé par 3 fascias ou bien 3 aponevroses. De la périphérie ou bien de la superficie à la profondeur, on trouve d'abord le fascia cervical superficiel. Le voilà.
et les superficielles sous-cutanées. Ensuite, on trouve le deuxième fascia, c'est le fascia cervical moyen, le voilà, qui va se dédoubler en avant pour donner un feuillet superficiel et un feuillet profond. Et enfin, nous avons le fascia cervical profond ou bien le fascia prévertébral. Donc, la face antérieure de la thyroïde répond d'abord au feuillet profond du fascia cervical moyen, ensuite au fascia ou bien au feuillet superficiel du fascia moyen du cou. Après le fascia thyroïdien ainsi que le fascia cervical moyen, la face antérieure de la thyroïde répond plus en avant au fascia cervical superficiel. Voici le fascia cervical superficiel. Ce fascia se dédouble latéralement pour enguiner le muscle sternocléido-mastoïdien. C'est un muscle antérolatéral du cou. Également, ce fascia cervical superficiel engaine la veine jugulaire antérieure qui est colorée en bleu. Plus en avant, la face antérieure de la thyroïde répond au tissu sous-cutané et plus en avant, elle répond à la peau cervicale. C'est la peau du cou. Voici la thyroïde. Voici la peau cervicale et le tissu sous-cutané cervical. J'ai terminé avec le chapitre des rapports. Je passe maintenant au chapitre de la vascularisation et l'innervation. Je commence d'abord par la vascularisation artérielle de la glande thyroïde. L'irrigation artérielle de la thyroïde est assurée principalement par 3 paires d'artères thyroïdiennes. Nous avons l'artère thyroïdienne supérieure, nous avons l'artère thyroïdienne inférieure et nous avons l'artère thyroïdienne moyenne. D'abord l'artère thyroïdienne supérieure, la voilà. Cette artère naît de la carotide externe. Voici le tronc de la carotide commune qui se divise en eau pour donner la carotide externe et la carotide externe et la carotide interne. L'artère thyroïdienne supérieure naît de la carotide externe. Elle se termine au niveau du pôle supérieur du lobe latéral de la thyroïde en donnant 3 branches. Une branche médiale, une branche latérale et une branche postérieure. La branche médiale forme avec la branche médiale du lobe contralatéral ce qu'on appelle la communicante sus-isthmique. Voici l'artère communicante sus-isthmique. Cette artère constitue une anastomose entre la thyroïdienne supérieure gauche et la thyroïdienne supérieure droite. Après la branche médiale, nous avons la branche latérale. Voici la branche latérale. Après, nous avons en arrière, en pointillé et en rouge, la branche postérieure. La branche postérieure de la thyroïdienne supérieure forme avec son homologue de la thyroïdienne inférieure ce qu'on appelle la communicante postérieure. Après l'artère thyroïdienne supérieure, nous avons l'artère thyroïdienne inférieure. Voici l'artère thyroïdienne inférieure qui naît à partir de l'artère subclavière. L'artère thyroïdienne inférieure se termine en donnant 3 branches. Une branche médiale, une branche postérieure et une branche inférieure. Voici la branche médiale,
Voici la branche postérieure et voici la branche inférieure. La branche inférieure va se réunir ou bien s'anastomoser avec son homologue du côté droit, par exemple ici sur le schéma, c'est-à-dire avec la branche inférieure de la thyroïdienne inférieure contralatérale, pour former cette artère qu'on appelle la communicante sous-isthmique. Après l'artère thyroïdienne supérieure et l'artère thyroïdienne inférieure, nous avons l'artère thyroïdienne moyenne. Regardez bien, l'artère thyroïdienne moyenne, c'est une petite artère. C'est une artère inconstante. Parfois, elle est présente, parfois, elle est absente. C'est une artère impaire. Contrairement à la thyroïdienne supérieure et à la thyroïdienne inférieure, nous avons une seule artère thyroïdienne moyenne. Cette thyroïdienne moyenne naît à partir de la crosse de l'aorte. Après la vascularisation artérielle de la glande thyroïde, je passe maintenant à son drainage veineux. Le drainage veineux de la glande thyroïde est assuré par 4 sortes de veines. D'abord, nous avons la veine thyroïdienne supérieure, la veine thyroïdienne moyenne, la veine thyroïdienne inférieure et enfin la veine thyroïdienne antérieure. Je commence d'abord par la veine thyroïdienne supérieure qui draine le pôle supérieur. La voilà. Cette veine se jette dans le tronc thyrolingo-facial qui fait réunir la thyroïdienne supérieure avec la linguale et la faciale. Ce tronc thyrolingo-facial se jette dans la veine jugulaire interne. Maintenant, la veine thyroïdienne moyenne, à son tour, se jette dans la jugulaire interne. La même chose pour la thyroïdienne inférieure qui se jette dans la jugulaire interne. Enfin, nous avons la veine thyroïdienne antérieure. La voilà, cette veine se jette dans le tronc brachiocéphalique gauche. Je passe maintenant au drainage lymphatique de la glande thyroïde. Ce drainage est assuré par des collecteurs lymphatiques thyroïdiens qui se drainent en eau dans les lymphonodes prélaryngés qui se trouvent en avant du larynx. En bas, ces collecteurs lymphatiques se drainent dans les lymphonodes prétrachéaux qui se trouvent en avant de la trachée. Latéralement, de part et d'autre, se drainent dans les lymphonodes cervicaux profonds qui sont satellites des vaisseaux cervicaux profonds. Je passe maintenant à l'innervation de la glande thyroïde. Voici la glande thyroïde. Ce que vous voyez en jaune correspond aux nerfs. Les nerfs responsables de l'innervation de la glande thyroïde proviennent de la chaîne sympathique cervicale ainsi que des nerfs vagues. J'ai terminé avec l'étude anatomique de la glande thyroïde. Je passe maintenant aux glandes parathyroïdes. Les voilà. Pour cette étude, j'ai choisi le plan suivant. Je commence d'abord par les généralités. Ensuite, on va étudier l'anatomie descriptive des parathyroïdes et on terminera par la vascularisation. Sur une vue postérieure de la glande thyroïde, je peux voir les glandes parathyroïdes. Ces glandes correspondent à des petites glandes endocrines qui sont indispensables à la vie. Les glandes parathyroïdes sont accolées à la face postérieure des lobes latéraux de la glande thyroïde. Ces petites glandes sont caractérisées par une grande variabilité de nombre, de formes, de dimensions et de rapports. Les glandes parathyroïdes sécrètent une hormone qu'on appelle la parathormone, APTH en abréviation. La parathormone joue un rôle très important dans le métabolisme phosphocalcique.
c'est-à-dire le métabolisme ou bien l'équilibre du phosphore et du calcium. Les glandes parathyroïdes sont habituellement situées contre la face postérieure des lobes latéraux de la glande thyroïde. Cependant, dans certains cas, les parathyroïdes peuvent se situer un peu plus haut ou bien un peu plus bas. Dans certaines situations aberrantes ou bien ectopiques, les parathyroïdes sont intertrachéothyroïdiennes, c'est-à-dire se trouvent entre la trachée et la thyroïde, ou bien elles sont sous-ismiques, c'est-à-dire se trouvent sous l'isthme de la glande thyroïde. Habituellement, on trouve 4 glandes parathyroïdes annexées à la face postérieure de la glande thyroïde. Ces 4 glandes parathyroïdes sont disposées par paire, c'est-à-dire on trouve 2 glandes parathyroïdes supérieures et 2 glandes parathyroïdes inférieures. Il faut savoir que ce nombre est variable. Parfois, on trouve uniquement 2 glandes parathyroïdes. Parfois, on trouve 6 glandes parathyroïdes. La glande parathyroïde est de forme ovoïde en général. La parathyroïde peut être compacte, c'est-à-dire elle se trouve en masse unique. Parfois, cette glande peut être lobulée, comme ceci. Elle peut être bilobée, contenant 2 lobes, comme elle peut être trilobée, contenant 3 lobes. Les glandes parathyroïdes ont une couleur rouge jaunâtre, voire même brunâtre. Elles ont une consistance ferme. La glande parathyroïde mesure en moyenne 8 mm de longueur, 4 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur. Chaque glande parathyroïde pèse en moyenne environ 40 mg. La vascularisation artérielle des glandes parathyroïdes est très riche. Elle est assurée par les branches des artères thyroïdiennes supérieures ainsi que par les branches des artères thyroïdiennes inférieures. Le drainage veineux des parathyroïdes est assuré par des veines qui se jettent dans les veines thyroïdiennes. Les vaisseaux lymphatiques qui drainent les glandes parathyroïdes rejoignent les lymphatiques de la glande thyroïde. Enfin, l'innervation des parathyroïdes est assurée par des nerfs provenant de la chaîne sympathique cervicale ainsi que des nerfs récurrents. Lorsqu'on veut palper un lobe thyroïdien, il faut mettre la tête en extension et en rotation du côté du lobe à examiner. Ce mouvement permet d'écarter le muscle sternocléido-mastoïdien. Ça permet également son relâchement. Voici le muscle sternocléido-mastoïdien. La glande thyroïde peut être le siège de plusieurs pathologies. On peut assister à une augmentation du volume de la glande thyroïde. C'est ce qu'on appelle le goitre. On peut assister à un dérèglement dans le fonctionnement de la glande thyroïde, se manifestant soit par une hyperthyroïdie, soit par une hypothyroïdie. L'hyperthyroïdie consiste à l'excès de production des hormones thyroïdiennes. L'hypothyroïdie correspond à la diminution de la production des hormones thyroïdiennes. En plus, la glande thyroïde peut être le siège de nodules bénins ou bien de nodules malins. La glande thyroïde est explorée par l'échographie thyroïdienne. Elle est explorée par la scintigraphie. Elle est explorée également par la TDM ou bien le scanner, ainsi que par l'IRM.
Je viens de terminer ce cours. Je vous souhaite un bon apprentissage.